Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Patrick Roger. Il est 9h33. 2 ans de guerre en Ukraine. Quel bilan aujourd'hui? C'était le 20 février 2020 que la Russie attaquait l'Ukraine à la surprise, pas générale, mais presque quand même, parce que beaucoup n'y croyaient pas, pensaient que c'était du bluff. Il y avait quelques Américains quand même qui en étaient persuadés. C'est ce que nous allons voir avec nos invités, que je remercie d'être avec nous ce matin en studio. Jean de Glinasty. Ben voilà, juste avant on répétait votre nom. Jean de Glinasty. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et puis surtout ancien ambassadeur de France à Moscou, auteur du livre France, une diplomatie déboussolée aux éditions de l'Inventaire. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et Guillaume Laganne, spécialiste des questions de défense, des relations internationales, auteur de Questions internationales aux éditions Ellipse. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que, avant évidemment de se projeter un petit peu sur ce qui peut se passer, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'était un peu à la surprise générale quand même qu'il y a eu cette attaque. Personne n'y croyait, quasiment pas, mis à part les Américains, hein, donc non. Personne n'y croyait, y compris en Russie d'ailleurs, parce que le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a été réveillé à 3h du matin pour lui dire ça y est, on va attaquer. Il le savait pas. Lui-même ne le savait pas. Ne le savait pas. Il y avait des Américains qui le savaient avant lui, quoi. C'est-à-dire que c'est des déductions de services secrets, de satellites, etc. Je pense que le rôle personnel de Poutine est très important. Et ça s'explique. Le fait que personne n'ait été au courant et le fait que ça a eu lieu quand même contre toute rationalité, ça montre que la question ukrainienne était totalement émotionnelle pour Poutine. Oui, c'est ça. Et nous, en Europe, on a été surpris. Donc, je le disais, certains Américains, Guillaume Laganne. Oui, alors, je sais pas dans quelle mesure la surprise, elle n'était pas encore plus franco-française, parce que vraiment, là, ça allait tellement à l'encontre de tout ce qu'on avait toujours pensé sur la Russie, effectivement, sur une forme de rationalité, sur une forme de la capacité qu'on avait à traiter les Russes, en quelque sorte, et à éviter qu'ils aillent vers les extrêmes. Vous l'avez dit, les Américains étaient quand même très convaincus. Une partie des Ukrainiens aussi, d'ailleurs. Je pense qu'une des raisons de la résistance de l'Ukraine, c'était que l'Ukraine était quand même prête sur le plan militaire. Elle avait été préparée par les Anglo-Saxons. Et puis, il y avait en Europe orientale, des Pays-Baltes jusqu'à la Pologne et à la Roumanie, pas mal de gens qui étaient quand même un peu inquiets vis-à-vis de la Russie et qui croyaient à ce scénario du pire. Oui, c'est ça. Et puis alors, peut-être aussi à la surprise de Vladimir Poutine, cette fois-ci, il pensait à une opération un peu éclair. Pensant que tout allait tomber immédiatement et qu'il allait s'emparer de l'Ukraine, ou en tout cas contrôler pour récupérer ce qu'il voulait, c'était le Donbass. Jean de Glinasty, non? Oui, disons, c'était la Crimée. Il espérait refaire à Kiev le coup de la Crimée. Et il s'est trompé d'abord parce qu'on lui a fait des rapports qui n'étaient pas très bons, et puis parce que les Ukrainiens sont très bien battus, ils ont eu des informations aussi données par les Occidentaux, et puis en fait, quand même, il est passé très près, hein, il s'en est fallu d'un poil qu'ils ne prennent Kiev. Il est passé très près de ses objectifs de guerre, qui étaient d'installer un régime fantoche à Kiev. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il voulait réinstaller, quoi. Un régime à la solde de Moscou, quoi. Comme il y avait eu auparavant, quoi. Comme il y avait eu auparavant, mais après des élections régulières, parce que Yanukovych a été élu après des élections tamponnées par l'OCDE. L'OSCE, pardon. Petite nuance quand même, parce que l'OSCE avait quand même pointé du doigt, bon, elle le fait souvent dans la région, quelques irrégularités, il y avait quand même eu des persécutions contre l'opposition, mais enfin c'est vrai que globalement c'était des élections qui avaient en tout cas reconnues par les Occidentaux. Et c'est vrai que je pense que ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale, Poutine voyait ça comme une sorte de promenade militaire, c'est-à-dire en quelques jours, la pression exercée sur les Ukrainiens allait faire tomber le régime de Kiev et faire basculer c'est ce qu'il voulait, quoi, c'est ça. C'est ce qu'il voulait. En tout cas, les témoignages qu'on peut avoir, je pense qu'ils ont été surpris de la résistance opposée par les Ukrainiens, et même si vous avez raison de dire que ça s'est pas passé à beaucoup, finalement ça n'a pas tourné comme ils le pensaient. Et ils ne pensaient probablement pas aussi se couper d'une partie du monde, quoi. Et là aussi, la vigueur des réactions occidentales l'a surpris. Oui, oui. Alors aujourd'hui, où en est-on?
Guillaume Lagan, sur un plan militaire du territoire qui a été un peu pris par la Russie et puis de la défense en fait ukrainienne. Il y a deux manières de voir la situation actuelle. Quand on regarde la taille de la Russie, ses capacités, je rappelle que c'est le deuxième pays pour les capacités nucléaires, c'est le plus grand pays du monde, c'est un pays qui a une armée qui est de premier rang. On peut être surpris qu'elle n'ait pas réussi en 2 ans à vaincre l'Ukraine. C'est un petit pays d'une 30aine de millions d'habitants, peut-être même pas aujourd'hui avec les départs. Voilà, c'est un peu la première surprise, c'est que 2 ans après, il n'est toujours pas parvenu à ses fins. Et en même temps, depuis l'été dernier, depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne, la dynamique, elle est quand même côté russe, et petit à petit, on voit la Russie grignoter le territoire ukrainien. Donc la chute la semaine dernière d'Advitka, qui est une ville symbole un peu qui avait été tenue par les Ukrainiens pendant plusieurs années, c'est un peu le signal de cette dynamique qui est aujourd'hui côté russe. Sur le plan terrestre, c'est un peu moins vrai, par exemple, en mer Noire, où les Russes sont en difficulté face aux coups portés par les Ukrainiens. Mais globalement, la dynamique du conflit, elle est plutôt du côté de la Russie. Oui, c'est ça. Mais il y a l'aide toujours des Occidentaux. La France a renouvelé son aide, 3 milliards, là, avec un engagement même aussi qui a été pris à plus long terme de sécurité. Qu'est-ce que ça signifie? Notamment sur un plan, alors cette fois-ci peut-être plus diplomatique, vous qui êtes spécialiste de toutes ces questions. Alors, sur le plan diplomatique, en fait, la position française, elle est restée cohérente, elle a toujours été la même. Ouais. Ça consiste à dire, il s'agit pas de vaincre la Russie, il s'agit de l'empêcher de gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut pas être en guerre avec la Russie et qu'on veut que l'Ukraine tienne. Ouais. Et donc, alors, il y a un autre phénomène diplomatique qui est en jeu actuellement, c'est que, en fait, il y a un basculement très clair du poids principal du soutien à l'Ukraine des États-Unis à l'Europe. Et donc ce basculement est en train de s'opérer. Donc les 50 milliards jusqu'en 2027 qui ont été décidés par le Conseil des ministres européens et le Conseil européen, j'imagine. Donc ça veut dire qu'on va en prendre un poids important, et ça veut dire que c'est l'Europe qui va assumer. Ce sont des crédits civils. Hein. Ouais. C'est l'Europe qui va assumer la survie économique, administrative, etc. Oui, ce qui pose bien d'ailleurs des questions. Il y avait beaucoup d'auditeurs qui réagissaient là avant même tout à l'heure par rapport, puisque ce sont les 2 ans, qui disaient mais nous on met de l'argent là-bas, les 3 milliards là par exemple, qui d'ailleurs au passage vont soutenir aussi l'agriculture ukrainienne et le pays, son économie, alors que nous-mêmes on a des difficultés ici. Est-ce qu'on pourrait pas arrêter? Pourquoi en fait on met cette aide dans la balance, Guillaume Lagan, pour expliquer? L'analyse qui a été faite par les Occidentaux de ce conflit, c'est que c'était pas un conflit local entre deux adversaires qui avaient chacun leur raison, etc. Non. L'analyse qui a été faite, c'est que c'était une remise en question de l'ordre international tel qu'il existe depuis 1945 en Europe, puisque en 2014, la Russie a annexé la Crimée, elle a modifié les frontières de l'Ukraine sans consentement, et puis ensuite, elle a envahi un pays, et comme on l'a dit tout à l'heure, elle a l'intention de renverser son gouvernement et de changer sa politique étrangère. Donc, si vous voulez, elle utilise la force. Et donc, le raisonnement qu'on a fait, c'est que ça n'était pas tenable, ça n'était pas possible, parce que si on est justement dans cette prospérité dont vous parlez tout à l'heure depuis 1945, si depuis des décennies on est relativement calme et prospère, c'est parce que justement on a réussi à maintenir cet ordre international. Donc si vous voulez, les Occidentaux, les Européens voient une espèce de péril mortel dans l'offensive russe. C'est la raison pour laquelle il y a cette mobilisation. Oui, c'est ça, mais dans une période qui est quand même très incertaine, 2024, parce qu'il y a ce conflit qui dure, parce que, évidemment, on sait, il y a les élections américaines qui peuvent changer, parce que ce que vous disiez, c'est-à-dire les Américains sont impliqués, en fait, aujourd'hui, mais quid de demain ? Il y a un risque réel. Encore que je sois moins inquiet pour la question du paquet là de 100 milliards, dont semble-t-il 60 pour l'Ukraine, parce que le Sénat l'a déjà voté, et pour l'instant c'est bloqué essentiellement par le speaker, le président de la Chambre des représentants, Johnson. Il pourra pas tenir tout seul, alors qu'une partie des républicains sont prêts à voter en fait le paquet pro-ukrainien. Mais il n'en reste pas moins que l'esprit des Américains, c'est quand même de se retirer petit à petit et de laisser le fardeau à l'Union européenne. À l'Union européenne. Mais est-ce qu'elle pourra l'assumer, ça ?
Il y a une réunion la semaine prochaine, lundi à Paris, je crois. Emmanuel Macron convoque les chefs d'État européens, notamment. C'est un peu une ère de vérité pour les Européens, parce que quand on regarde les choses de manière très sur le long terme, si vous voulez, on critique les Américains qui veulent nous transférer le fardeau, mais finalement, c'est pas complètement absurde de se dire qu'on doit se défendre soi-même. Après tout, pourquoi devrait-on dépendre d'une puissance étrangère pour garantir sa sécurité ? C'est quand même ce qu'on a fait depuis des décennies. Le résultat, c'est qu'on a aujourd'hui en Europe le niveau le plus élevé de dépenses sociales au monde. Donc, alors, tant mieux, parce que ça nous donne un grand confort. Mais le résultat, c'est que pour tout ce qui est militaire, on dépend des Américains. Et donc, aujourd'hui, il y a une espèce de transfert, finalement. On était un peu les arbitres quelque part aussi. Les arbitres. Où on était en position centrale. On était plutôt les spectateurs. Les spectateurs. Non, mais complètement. Non, mais vous avez raison. C'était le mauvais terme. Pas arbitre, mais entre les Américains et les Russes, y compris d'ailleurs autour de cet enjeu de l'Ukraine depuis des années, quoi. Mais moi, je ne contesterai pas le mot arbitre, en fait, même plus que ça. En fait, la France et l'Allemagne avaient une vraie politique russe que personne n'avait et qui a été en partie, d'ailleurs, gênée, pour ne pas dire plus, par les Américains. Le système était simple. On achetait du gaz pas cher, on avait de la main-d'œuvre d'Europe centrale pas chère et bien formée, et on exportait dans le monde. C'était le schéma allemand, et la France en a bénéficié un petit peu. Pour que ça marche, il fallait régler la question ukrainienne. Et en fait, la France et l'Allemagne ont essayé de le régler, et à plusieurs reprises, on est passé quand même pas très loin. Déjà en 2014, on a failli régler la crise de Maïdan avec l'aide des Polonais. Sikorski était sur place, et à l'époque, les Russes étaient d'accord. Et puis Yanukovych est parti. Enfin, on n'a pas su défendre l'accord qu'on avait signé en février 2014 en plein Maïdan. Ensuite, on a signé... Tout se joue d'ailleurs à cette période. Je pense que tout a commencé à ce moment-là. C'est vrai. Si on avait tenu sur l'accord... Vous étiez ambassadeur, vous oui, mais non, je venais juste de partir. Vous venez de partir. Non, mais c'est vrai. Non, vous ne trouvez pas que ça se joue à ce moment-là, quand même, quoi? Il me semble que sur le sujet ukrainien, Monsieur Guinassi le sait bien, sur le sujet ukrainien, on est sur une trajectoire historique, si vous voulez. La première indépendance de l'Ukraine, elle a un siècle. C'était pendant la Première Guerre mondiale. Puis ensuite, il y a eu une intégration à l'URSS qui n'a jamais, si vous voulez, fait disparaître une identité ukrainienne un peu différente de l'identité russe, malgré ce que dit M. Poutine. Et donc, dès que l'indépendance de l'Ukraine est revenue, il y a maintenant 24 ans, en 91, vous avez eu ce débat en Ukraine sur est-ce qu'il faut rester lié à la Russie ou est-ce qu'il faut aller vers l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très ancien. Et je dirais, la nuance que je fais, c'est qu'avant Maïdan, il y a eu 2004, la révolution orange, qui était déjà quand même un affrontement entre ces deux lignes, ces deux visions de l'identité ukrainienne. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a eu une période de balancier dans toute l'histoire de l'Ukraine indépendante, mais où les pro-russes, ceux qui étaient, le mot excessif, mais ceux qui étaient désireux d'avoir de bonnes relations avec la Russie, ont eu de la majorité à plusieurs reprises. Comment s'appelait-il, le président pro-occidental a été élu en 2004 après le Orange, la révolution Yushchenko. Il a été obligé 2 ans après de prendre son opposant Yanukovych comme Premier ministre, parce que l'équilibre du pays était tel. C'est vrai, c'était un pays évidemment. Et puis Yanukovych a été élu en 2010, et quand Zelensky a été élu aussi, il a été élu sur un programme qui était en gros la réconciliation avec la Russie et la lutte contre la corruption. Donc en fait, la grande erreur tragique, sanglante et en partie criminelle de Poutine, c'est d'avoir cassé ce balancement. Et en fait, pour la Russie, c'est absolument dramatique, parce que maintenant, il a en face de lui un pays uni dans sa haine de la Russie. C'est vrai. Alors qu'il avait un pays qui était assez divisé. Qui était divisé entre l'Est et l'Ouest, notamment, avec une partie qui était beaucoup plus proche de l'Europe, bien sûr, non seulement géographiquement, mais également culturellement. Et puis l'autre, beaucoup plus pro-russe. On va poursuivre dans un instant avec vous, parce que c'est intéressant, à l'occasion, évidemment, de ces 2 ans, pour savoir, est-ce que ça peut s'arrêter? À quel moment, évidemment? Qu'est-ce que l'on peut faire, bien sûr? Et puis vous nous raconterez, parce que vous avez été ambassadeur de France à Moscou, vous connaissez bien les Russes, justement. Donc vous allez nous en parler, Jean de Guinassi, dans un instant. Et vous pouvez réagir sur Sud Radio 0826 300 300. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente
Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Patrick Roger. Et parlons vrai autour de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je dirais que c'est pas seulement entre ces deux pays, puisque évidemment le monde entier est pris dans cette tourmente, puisqu'il y a les États-Unis, mais il y a des conséquences partout. Les Chinois, l'Inde, bien sûr. On l'a entendu ce matin sur Sud Radio, justement, puisque le pétrole, parce qu'on disait qu'on allait mettre à genoux la Russie. Le pétrole et tout ce qui est hydrocarbures continue d'être vendu, et ça passe par des intermédiaires, ça passe par l'Inde, ça passe qui revend effectivement, et on le rachète nous, ça passe par la Chine, et on est loin d'avoir mis à genoux la Russie. C'est plutôt nous en Europe où on a en fait quelques difficultés sur un plan économique. Guillaume Lagan avec nous et Jean de Glignasti également. Jean de Glignasti, vous connaissez bien les Russes, ancien ambassadeur de France à Moscou, 2009-2013. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils pourraient ou qu'ils auraient envie de négocier quelque chose? Alors, c'est difficile de mettre tout le monde dans le même panier. De Vladimir Poutine à malheureusement, il y avait l'opposant Navalny qui est décédé. Mais quand même. Alors, quand on regarde les sondages, tant du côté ukrainien que du côté russe d'ailleurs, il y a une contradiction dans les sondages. Oui. Il y a une majorité de Russes comme d'Ukrainiens qui seraient favorables à un accord de paix, mais il y a une majorité, sans doute la même d'ailleurs, qui veut un accord de paix aux conditions fixé par le gouvernement. Et les conditions du côté ukrainien, c'est la récupération de l'intégralité du territoire ukrainien, même avant 2014. Et du côté russe, c'est l'obtention des buts de guerre et au minimum l'annexion définitive des 4 oblasts qu'ils ont annexés, le maintien de la Crimée et le maintien des acquis territoriaux. Donc finalement, ils veulent la paix, mais en tout cas, ils n'en assument pas les conséquences. Guillaume Lagan, spécialiste des questions de défense et des relations internationales. Quand il y a une guerre, on se dit qu'il faut essayer quand même à un moment ou à un autre de mettre un terme à cette guerre, parce qu'il y a des ravages en fait, et puis ça peut s'étendre, se développer de nouveau. Est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre, donc sur un plan diplomatique, pour essayer de parvenir quand même à la fin de cette guerre? Ou alors là, on est boum dans le tunnel, la guerre, rien que la guerre. Ça dépend un petit peu de la nature de la guerre en question, si vous voulez. Dans une guerre, je dirais classique, une guerre conventionnelle, une guerre entre deux États, il y a effectivement un moment où le rapport de force étant ce qu'il est, un État accepte qu'il a perdu, donc on a un armistice, on a des négociations, et on a un nouvel état de fait où cette relation reprend, mais cette fois avec un État fort, un État un peu plus faible. Ça, c'est une première catégorie de guerre. Puis vous avez une deuxième catégorie de guerre qui sont des guerres un peu existentielles, où on se dit non, il n'est pas question de faire le moindre compromis parce que c'est l'existence même de l'État qui est en jeu. Et en fait, cette guerre d'Ukraine, elle est intéressante parce que on peut la voir des deux manières. Vous avez certains qui vont dire c'est une guerre un peu comme il y en a eu en 14-18, donc à la fin, il faudra bien que ça s'arrête et que l'un récupère l'Alsace-Lorraine et l'autre pas. Et puis vous avez ceux qui disent non, c'est pas une guerre de 14-18, c'est 39-45, c'est un régime extrémiste, celui qui est de Poutine, et puis de l'autre, le camp démocratique. Et je vous rappelle qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'accord avec l'Allemagne. L'Allemagne, elle a été occupée, et l'Allemagne, elle a été remodelée suivant le modèle démocratique. Alors évidemment, on voit bien que c'est pas demain qu'on sera à Moscou. Non, mais vous avez quand même cette hésitation, si vous voulez, entre est-ce que c'est une guerre existentielle ou alors est-ce que c'est une guerre finalement sur laquelle on peut transiger? La grande différence quand même avec 39-45, c'est que beaucoup de puissances étaient engagées totalement, effectivement, dans cette guerre. Là, ce n'est pas le cas, parce qu'on l'est engagé, mais que, j'allais dire partiellement, avec un peu l'aide que l'on évoquait tout à l'heure de l'Europe, de la France, des États-Unis. Tout à fait. Maintenant, c'est pas la même chose. Finalement, on est au milieu du gué, On est un peu au milieu du gué. Juste pour dire que 39-45. Jusqu'en 1941, jusqu'en décembre 41, les États-Unis sont pas dans la guerre. Donc vous avez aussi une partie de la guerre qui ressemble un petit peu à ça. Oui, c'est vrai. Jean de Glignasti. Ce qui est intéressant, c'est que cette guerre a révélé des failles très profondes globales dans le monde, et qui existaient de façon sous-jacente, mais qui maintenant apparaissent au grand jour. C'est-à-dire que, en fait, l'Occident est seul à soutenir l'Ukraine. La faille, c'est les sanctions. Les pays du Sud, qu'on appelle maintenant le Sud global, ils sont d'accord pour dire que c'est très mal d'envahir l'Ukraine, mais ils ne veulent pas
des sanctions contre la Russie. Et donc on voit que, en fait, le bloc, ce que les Russes appellent de façon un peu polémique, tout à fait polémique d'ailleurs, l'Occident collectif est le seul, en fait, à faire une guerre indirecte, enfin en tout cas à soutenir l'Ukraine sur le plan militaire. Ouais. Et ça représente l'OTAN plus 6 pays asiatiques. Ouais. Tous les autres pays du monde, sauf de rares exceptions, l'Argentine va peut-être changer, n'appliquent pas les sanctions. Oui, c'est ça. C'est la rupture entre le Sud global et l'Occident collectif. Guillaume Lagan. Oui, alors après la question que vous posez, c'est est-ce qu'il peut y avoir une sortie de crise? Est-ce qu'il peut y avoir une sortie de crise? Moi j'ai le sentiment, j'aimerais voir monsieur Guiassi, mais moi le sentiment que j'ai, c'est que la Russie étant pour l'instant dans une dynamique plutôt positive sur le terrain, elle va plutôt chercher à atteindre ses objectifs. Et ses objectifs, on l'a dit, ils sont pour l'instant assez vagues et assez maximalistes. Oui. Assez vagues parce qu'elle parle de dénazification, c'est pas trop bien ce qu'il y a derrière. Et assez maximaliste parce qu'elle veut tout simplement une neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire en fait, elle veut que l'Ukraine rentre dans sa sphère d'influence. Oui, voilà. Et n'aille pas effectivement dans la sphère de l'OTAN, alors que tout est engagé par l'Europe et puis par les Américains, en tout cas pour l'instant, pour aller, puisque ça peut changer avec Donald Trump. Si Donald Trump était élu, évidemment, il ne faut pas aller trop vite, bien sûr, mais ça fait partie de ses intentions. Oui, il y a un élément. Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord. Nous sommes dans une phase où la Russie a un peu le vent en poupe et la bataille va continuer. Mais il y a une constante dans la position russe, c'est la demande de neutralité de l'Ukraine par rapport à l'autre. Oui, ça c'est vrai. Michel est avec nous, il nous reste 1 minute. Vous voulez poser une question à vous deux, à nos invités. Bonjour Michel. Michel ? Oui, bonjour. Bonjour, oui. Et alors, quelle était votre question à nos deux invités? Une question très importante. Oui. Est-ce que vous savez combien une femme ukrainienne touche quand elle a son mari qui meurt à la guerre? Oui. Oui, Guillaume Lagan. Oui, je crois que c'est une somme très importante, autour de 200 000 euros, je crois, ou 300 000 euros. Oui, c'est une somme très importante. Et d'ailleurs, ça crée une polémique en Ukraine parce que c'est depuis l'année dernière que cette somme est donnée. Et donc, les femmes qui ont perdu leur mari avant l'année dernière sont un peu jalouses de celles qui l'ont perdu depuis. Non, mais les belles-mères sont un peu jalouses des femmes aussi parce que c'est une somme énorme dans l'échelle de la vie ukrainienne. Mais c'est une manière de motiver aussi les troupes parce qu'on le sait, la guerre est extrêmement mortelle. Et donc, beaucoup d'Ukrainiens hésitent à y aller. Merci. En tout cas, évidemment, il y avait des questions autour de ça. En se disant, mais est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Vous avez répondu, Guillaume Lagan. C'est vrai des deux côtés, d'ailleurs. C'est vrai. En Russie, et en Russie également, Jean de Glignassi, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France à Moscou. On y reviendra d'ailleurs aussi sur ces 2 ans dans la matinale de Jean-Marie Bordry demain matin avec un porte-parole de l'état-major des armées françaises qui sera notre invité. Dans un instant, Gilles Gansman, Valérie Expert qui vont revenir sur la cérémonie des Césars. Ils auront Laurie Choleva au téléphone ou en studio. Il est 9h58. Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Patrick Roger. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.